À la une, l'hommage à Elie Brem samedi. L'enseignant et militant indépendantiste est décédé le 4 juillet dernier. Quelques compagnons de route, des élèves, des proches ont salué son action et son parcours au lycée Félix Éboué. Gabriel Serville et Lénaïque Adam en route en ce début de mandat législatif. À l'épreuve du feu, les deux députés de Guyane visés par des recours affirment se concentrer sur l'accord de Guyane. Précision dans quelques instants. Et puis des enchaînements de danse pour bien passer ses vacances. C'est ce que vivent de nombreux jeunes du quartier sur le littoral. À Soula cet après-midi, l'heure était au hip-hop. Reportage à découvrir en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, des nouvelles de nos Yana Doko. Ils ont ouvert le tournoi international de la Gold Cup vendredi sur la pelouse de la Red Bull Arena dans le New Jersey. Notre sélection s'est inclinée 4-2 face au Canada. 2 buts inscrits en deuxième mi-temps par Roy Cantu et Sloan Priva. Un match, on le rappelle, qui s'est déroulé sans la participation de l'international Florent Malouda. Prochain rendez-vous à 23 h demain soir. La Guyane affrontera le Honduras. Je vous le disais, les témoignages sont nombreux et unanimes pour saluer la mémoire d'un grand homme, professeur d'espagnol, passionné d'Amérique latine, militant indépendantiste et engagé dans la lutte pour un rectorat guyanais en novembre 1996. Elie Brem était l'une des figures emblématiques du territoire. Il s'est éteint à l'âge de 75 ans à Paris le 4 juillet dernier. Pour lui rendre hommage, quelques proches d'anciens élèves et des camarades se sont retrouvés samedi soir au lycée Félix Éboué. Reportage Yvan Lemar. Elie Brem, une figure emblématique de la Guyane, professeur d'espagnol au lycée Félix Éboué, il a marqué plusieurs générations d'élèves. Un professeur engagé qui, par le choix de ses textes en espagnol, essayait de nous orienter en géopolitique et puis souvent aussi on ne parlait pas un mot d'espagnol mais on parlait géopolitique, de l'Amérique latine notamment, et on voyait un petit peu comment situer l'Amérique latine et les différentes situations politiques de l'Amérique latine avec lui. Elie Brem a été aussi animateur de Radio Libre. Que ce soit Radio Jam, Radio ITG, et cet homme nous donnait l'amour de notre pays. Il nous donnait aussi l'amour de l'environnement régional, puisqu'il faisait l'actualité de l'Amérique latine, de l'Argentine, du Venezuela, de Cuba, qu'il connaissait et qu'il aimait aussi à comparer à la situation qu'on vivait ici en Guyane. Il était surtout un militant syndicaliste, fervent défenseur de la Guyane. Alors pour ceux qui ont fait partie du STEG-UTG, il laisse comme héritage le mot « ne jamais abandonner ». Et il aimait bien nous dire « laissez-moi vous dire ». Et c'est vrai que lorsqu'on le laissait nous dire, on ne pouvait qu'adhérer. Et franchement, le camarade Elie, il ne lâchait pas. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand la cause était juste, il ne lâchait pas, il maintenait et vraiment, il savait se faire entendre et écouter. Il a été aussi l'une des personnalités fortes des mouvements de novembre 1996 qui ont permis la création d'un rectorat en Guyane. C'était un homme de caractère. Quels que soient les recteurs qui passaient, tous les membres de ce conseil d'administration prenaient plaisir à l'écouter puisqu'on ne s'ennuyait pas avec lui. Et je peux vous dire une fois pour l'anecdote, qu'une rectrice qui était de passage était en train de rigoler un petit peu avec le président de l'université. Monsieur Brem n'a pas du tout aimé, il lui a fait savoir qu'il n'était pas venu ici pour rigoler et qu'elle allait bientôt cesser de rire. Si elle continue avec cette attitude, elle n'allait pas tarder à faire ses valises et à s'en aller. Parce qu'il lui a rappelé que si aujourd'hui il y a des recteurs qui sont de passage en Guyane, c'est aussi grâce à lui. Elie Brem est mort à l'âge de 75 ans. Il sera inhumé samedi à Cayenne. Le recteur de l'Académie nous a rejoint ce soir. Bonsoir Alain Yang-Lekama. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, votre réaction après la disparition de ce militant indépendantiste, ce professeur Elie Brem. Oui, Elie Brem, c'était évidemment, comme vous l'avez dit, c'était un très très grand professeur d'espagnol qui a beaucoup œuvré pour l'Académie de la Guyane et pour la qualité de l'éducation en Guyane. Donc je ne peux que rendre hommage à ça, lui rendre un très vibrant hommage. Voilà, c'est ça. Les résultats sont tombés la semaine dernière, 63% d'admis au premier tour du bac cette année. Alors on sait déjà que les chiffres sont plus élevés avec les derniers résultats qui sont tombés tard ce soir. Alors ça fait plus de 63% contre plus de 59% en 2016 et ce malgré le mouvement social d'ampleur que l'on a connu. Alors comment expliquer ces chiffres ? Non, je pense que c'est facile déjà, c'est les élèves eux-mêmes qui se sont pris en mars. Le bac c'est quand même
très très important. Ils se sont rendus compte que le baccalauréat était très important pour eux-mêmes. Et puis il y a eu un mouvement de mobilisation de l'ensemble des personnels enseignants et que je veux saluer ici, bien entendu, parce que grâce à cette mobilisation-là, ils ont organisé des rattrapages, ils ont dans quasiment tous les lycées de l'académie, donc je veux les saluer parce que c'était vraiment très très important. Et je suis très heureux, parce que je l'avais dit au moment de l'ouverture du bac, je suis très très heureux qu'on ait plutôt évolué positivement cette année par rapport à l'année dernière, en espérant que l'année prochaine, on fera encore mieux avec ou sans mouvement. Alors quand même rapidement là-dessus, toujours, certains élèves ont déploré le fait de ne pas avoir eu tous leurs cours avant leurs examens, même concernant ceux qui ont passé le brevet. Alors finalement, on se demande quand même qu'est-ce qui fait qu'au final, on a plus de résultats positifs par rapport à l'année dernière. Non, c'est bien assez surprenant. Oui, c'est bien la preuve qu'il y a une part qui est la partie qui est faite à l'école, qui est faite au collège, au lycée, et il y a la partie de motivation personnelle. Je pense que les événements ont fait que les élèves étaient beaucoup plus motivés, je pense, cette année, parce qu'ils se sont sentis en danger, et donc ils étaient plus motivés. Je pense que ça jouait pas mal. Et le résultat, et comme je dis aussi, à côté, la mobilisation des enseignants était plus forte et bénévole. Elle était plus forte, et donc les deux mélangés, ça nous fait des résultats excellents qui donnent beau sourire. La rentrée 2017, en tout cas, se prépare. Les comités de suivi travaillent après ce mouvement de Guyane. Mais quelles retombées concrètes peut-on attendre de cet accord qui a été signé le 21 avril dernier pour les écoles, les lycées et les collèges en Guyane? Oui, très, très rapidement. C'est-à-dire que sur les accords de Guyane, sur le plan d'urgence en Guyane, il y a 3 mesures qui concernent directement l'éducation nationale. Même si la responsabilité est partagée, et surtout la responsabilité celle de la collectivité territoriale de Guyane, c'est-à-dire la construction de lycées et collèges. À l'horizon 2020. À l'horizon 2020, mais avec un rythme qui est quand même relativement accéléré. La construction d'écoles élémentaires, là c'est vrai que l'horizon est encore plus lointain, avec 15 millions d'euros par an. Et ensuite, il y a une responsabilité qui nous incombe directement, c'est la formation d'intervenants de langue maternelle. Il en faut 40 d'ici septembre. Est-ce qu'ils seront prêts? On a l'obligation de répondre aux injonctions du plan d'urgence, aux mesures du plan d'urgence, donc ils seront prêts. Donc on s'organise pour, on a déjà des plans de formation. La difficulté, c'était de trouver, il faut un problème de vivier, il faut trouver les volontaires, qui soient éligibles parce qu'il y a une réglementation qui impose des recrutements avec un certain niveau de diplôme. Donc il fallait ça. Il fallait organiser parce que, comme vous savez sans doute mieux que moi, il y a une diversité de langues maternelles dans notre académie. Donc il fallait organiser de manière à ce qu'on ne pénalise pas certaines langues. Donc il faut mettre des priorités. Donc la priorité qu'on a mise pour cette année, c'est Siapatou, Maripassoula, Papa Ishton. Et donc on va organiser la formation à la fin août pour cette... Voilà, donc on a l'été pour préparer ces formateurs. Alors, nous l'évoquions quand même la semaine dernière, le pôle éducation du collectif Pour la Guyane Décollée a fait le point sur ces retombées du mouvement. Aujourd'hui, seuls les financements sont en route, environ 90%, mais pas de nouveaux équipements. On l'évoquait tout à l'heure avec l'horizon 2020, voire plus. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est dit favorable à la construction d'un collège pour les Amérindiens sur le Maroni, en phase avec cet accord de Guyane. C'est un projet qui est déjà à l'étude? C'est un projet qui est en discussion avec la CTG, comme j'ai dit, et puis on est absolument sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité, mais il faut que la décision de construction d'un collège se fait entre le rectorat et la collectivité territoriale, et donc on est en discussion sur cette question-là, et je pense que ça va converger rapidement. Un peu plus tôt, la semaine dernière, le SE-UNSA établissait une prévision. Environ 700 élèves en classe de 3e seraient toujours en recherche d'une place en seconde, que ce soit générale ou professionnelle. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a, dans l'affectation des élèves, il y a, comme les élections, il y a plusieurs tours. Donc il y a eu le premier tour, effectivement, où on avait 700 élèves qui étaient à peu près, on va dire plutôt 500, qui étaient sans affectation, tout simplement parce qu'ils avaient fait des vœux, parfois des vœux qui étaient très peu de vœux, et parfois des vœux sur lesquels il n'y avait plus de place. Donc on fait un deuxième tour, ils refont des vœux nouveaux, ils font un deuxième tour, et donc le deuxième tour est terminé vendredi dernier, et je pense qu'on arrivera à caser
affecter tous les élèves. Alors, on connaît quand même la situation en Guyane. La preuve, nous évoquions le manque d'établissements à l'instant. Alors, ces élèves qui ne trouvent pas de place, souvent sont redispatchés dans des filières qui ne leur correspondent pas parce qu'il faut poursuivre quelque chose. Et puis après, on se retrouve avec des élèves qui décrochent. Environ 40% des étudiants en Guyane laissent tomber. Alors, comment est-ce que le rectorat peut faire face à ce phénomène ? C'est un problème qui est plus complexe que celui-là. Je ne pense pas que ça vient juste de l'orientation et des affectations. C'est vrai qu'il y a un gros taux de décrochage qui sont dus aux conditions sociales, à l'environnement social des élèves, et ainsi de suite. On essaye à notre niveau d'améliorer les conditions d'éducation, les conditions de vie des élèves, de manière à limiter le décrochage. Mais évidemment que c'est une question qui est plus générale, qui dépend des conditions de sécurité, des conditions de l'environnement des élèves, et qui ne sont pas que liées aux affectations ou aux orientations. Pour revenir sur la question des orientations, comme je vous ai dit, effectivement, très peu d'élèves arrivent dans des parcours qu'ils n'avaient pas choisis, puisqu'il y a, comme je vous dis, un deuxième tour. Et dans ce deuxième tour-là, peut-être qu'ils n'auront pas leur premier choix, mais évidemment qu'ils ont un choix qui est dans la distribution des choix qu'ils avaient opérés. Alors justement, finalement, nous disons strictement la même chose. Alors certes, il y a un deuxième tour, certes, les choses seront redispatchées, mais beaucoup d'élèves se retrouvent dans des situations où ils ne sont tout simplement pas en phase avec la filière dans laquelle ils poursuivent leurs études. Non, peut-être parce que là, c'est une question d'information et pas d'affectation. C'est-à-dire que parfois, des élèves, effectivement, choisissent des choses, des filières qu'ils ont rêvées, mais qui ne leur correspondent pas dans les faits. Voilà, ça peut arriver, c'est qu'on a des réaffectations. Mais ça, c'est une question de réorientation après, post-troisième. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés en seconde, ça arrive. Et ça arrive en troisième, en seconde, ça arrive à l'université surtout. Mais c'est dû au fait que c'est vrai que quand on est en troisième et qu'on n'a pas toute l'information, ou que ses parents n'ont pas toute l'information, c'est aussi une source d'inégalité, on en arrive au point où je veux faire l'hôtellerie, mais parce que j'ai une idée de l'hôtellerie qui est le grand hôtel de luxe Cayennais. Peut-être que l'hôtellerie, c'est autre chose. Les matières ne sont pas forcément... On ne devient pas tout de suite. D'accord. Voilà. Alors, le gouvernement prévoit une nouvelle répartition dans les écoles, notamment pour les classes de CP et CE1. Il est question de 12 élèves maximum par classe. Que va-t-il se passer en Guyane, sachant que c'est censé être mis en place à la rentrée 2017 ? On est totalement organisé pour que ça se mette en place, le dispositif. Il faut déjà dire aux parents que c'est quand même fondamental. C'est pourquoi cette mesure-là, ce dispositif-là, attire autant d'adhésion de la part à la fois des élus et à la fois des parents. C'est-à-dire que l'idée, c'est 100%. L'idée, c'est de viser 100% de réussite en CP. On sait quand même que les difficultés commencent en cours préparatoire et c'est là que ça commence les difficultés. Et donc, si on veut améliorer et éviter le décrochage scolaire plus tard, il faut commencer à la base. Donc on fait 100% on vise 100% de réussite en CP. Donc comment ça se passe ? Ça, c'est la vision. Oui, mais comment ça se passe ? Concrètement. C'est-à-dire que dans chacune des écoles, on voit les cours préparatoires, les CP. S'il y a ces deux classes de construites, une classe de 24 par exemple, on donne la responsabilité de la classe de 24 à 2 maîtres différents. On les met dans 2 classes, chacun avec 12 élèves. Donc il faudra plus d'enseignants. Est-ce que nous avons suffisamment d'enseignants en Guyane pour appliquer cette mesure ? On a une vraie difficulté, mais moins importante dans le premier degré que dans le second degré, que dans les collèges et lycées. Mais effectivement, on a un vivier d'enseignants qui est relativement limité. Mais l'idée quand même, c'est pourquoi on utilise beaucoup de contractuels, d'enseignants contractuels. Et qu'on va continuer d'utiliser les enseignants contractuels tant qu'on n'aura pas le vivier de titulaires conséquent. Mais seulement, cette mesure, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle dit que les titulaires les plus expérimentés, c'est eux qui doivent aller en CP, c'est eux qui doivent préparer les fondamentaux, la base des élèves. Et après, effectivement, dans les autres niveaux, on fera appel à soit des titulaires autres, soit des contractuels s'il n'y en a pas assez. Ce sont donc les contractuels qui vont devoir assumer la tâche pour les classes de CP et CE1 d'ici la rentrée ? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les CP, comme c'est la priorité, on va mettre des titulaires expérimentés. Et comme ce n'est pas un scoop, que dans notre académie, il y a des endroits, des sites les plus isolés, où il y a beaucoup de contractuels. Ce n'est pas une nouveauté qu'il y ait des contractuels, tout simplement parce qu'on n'a pas le vivier qu'il faut d'enseignants
de premier degré. Merci, monsieur le recteur Alain Yongle-Kama, d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, nous allons devoir évidemment passer à autre chose. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous le disais en titre, leurs deux opposants dans le second tour des dernières élections législatives contestent leur élection. Gabriel Serville et Lénaïque Adam n'en semblent pas affectés. Les députés de Guyane affichent un engagement commun pour l'application de l'accord de Guyane du 21 avril en tant que priorité. Pas d'unanimité politique toutefois entre les deux hommes. L'un a voté la confiance au gouvernement tandis que l'autre s'est abstenu. Stéphane Alexandrescu. Les deux députés de Guyane partagent une même épreuve. La contestation de leur élection par des opposants qui ont déposé un recours au Conseil constitutionnel. Un recours déposé par David Riemann, candidat battu aux législatives, contre Lénaïque Adam, élu député d'En Marche. Et un recours déposé contre Gabriel Serville, député de la gauche démocrate et républicaine. Une contestation qui ne préoccupe nullement les deux élus. Je ne suis pas du tout inquiet parce que j'ai vu les griefs qui ont été retenus contre moi. Ce sont des griefs que mon conseil juridique pourra balayer d'un revers de main. Je n'ai pas encore l'identité de la personne qui a déposé le recours, mais pour moi ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'il y a une population qui m'a fait confiance et je crois que je me suis rapidement mis au travail pour défendre les intérêts de la circonscription et les intérêts de tous les Guyanais d'une manière générale. Je suis très serein, très tranquille. Je suis au travail pour les Guyanais. Monsieur Riemann a jugé utile de déposer un recours. J'espère pour lui que son recours est motivé, mais ça ne me préoccupe pas du tout, pas un seul instant. Et donc, je laisse la justice faire son travail. Pour le reste, les deux députés de Guyane divergent. Lénaïque Adam a voté la confiance au gouvernement. Gabriel Serville, après avoir annoncé qu'il voterait la confiance, s'est abstenu. Concernant les Outre-mer et concernant la situation précise de la Guyane, je ne me suis pas retrouvé. Donc ça m'a laissé un bilan, une impression extrêmement mitigée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré m'abstenir à cette occasion. Je vote la confiance au gouvernement parce que le président de la République doit pouvoir commencer à travailler et nous avons commencé à travailler activement. Nous essayons de mettre en place ce pourquoi nous avons été élus. Et donc je suis là dans la majorité pour porter la voix de la Guyane mais aussi porter la voix de toute la nation. Quant aux futures assises de l'Outre-mer, les députés n'en attendent pas moins que le respect de la totalité des accords de Guyane. Moi, je pars du principe qu'on a déjà eu ces assises, on a déjà tenu ces réflexions en Outre-mer, notamment en Guyane. Ça nous a permis d'aboutir à un pacte d'avenir. Ça nous a permis d'aboutir à la signature d'un protocole le 21 avril 2017, à la suite des 2 mois de manifestations populaires. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, il nous faut passer à l'action. Donc, les assises, moi, j'ai envie de dire que ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que nous avons déjà les éléments de réflexion et il faudra simplement que le gouvernement les prenne en considération. Ce que j'attends de ces assises, c'est que déjà pour les Guyanais, les accords de Guyane doivent rester intacts. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse faire ces assises, mais pas question de revenir sur ce qui a été arrêté dans les accords. Donc dans ces assises-là, j'ose croire qu'on ne parlera pas de ce qui a été acté dans les accords de Guyane. Il faut aller au-delà. Les accords de Guyane seront au cœur de la réunion qui aura lieu mardi au ministère des Outre-mer. Une réunion à laquelle participeront les élus de Guyane, les membres du collectif pour la Guyane décollée et la ministre. Déploiement des forces de l'ordre, c'était vendredi matin sur une plage du Gosier en Guadeloupe. Une intervention musclée pour contenir la foule venue soutenir le gérant d'un restaurant. L'établissement est menacé de démolition par une ordonnance du tribunal administratif de Basse-Terre pour défaut d'autorisation sur la zone des 50 pas géométriques, ce que conteste le propriétaire. Nathalie Dinan, Patrick Curie. Fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de rester dans le calme, de permettre à monsieur le sous-préfet de passer avec l'huissier et moi-même afin que nous puissions tourner cette douloureuse page. Un épisode qui a failli mal tourner. L'évacuation du restaurant Carissima par les forces de l'ordre a déclenché la colère du propriétaire et des gens venus le soutenir. Dès 4 heures du matin, l'allée qui mène au restaurant était occupée d'un côté par les amis de Didier Lordineau et de l'autre par les forces de l'ordre. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est la conséquence de 2 jugements qui ont été pris par le tribunal administratif de Basse-Terre. Un jugement qui est intervenu au mois de novembre, dont les conclusions ont été doubles. Premièrement, nous sommes bien sur le domaine public maritime et l'exploitant de l'époque devait démolir son établissement dans le délai d'1 mois. Ça n'a pas été fait.
Il y a un deuxième jugement qui est plus récent, qui date de juin dernier, qui donne deux conclusions. Première conclusion, l'exploitant actuel doit quitter les lieux et ce jugement confirme également qu'on est bien sur le domaine public maritime et il confie au préfet le soin de mettre en place les mesures nécessaires pour que les conclusions de ces deux jugements soient mises en œuvre. Une mise en œuvre de démolition qui n'est pas du tout du goût de Didier Lordino, locataire depuis 5 mois. Il est muni d'une autorisation d'exploitation. Il considère cela comme une injustice, une ignominie. Nous avons effectivement un jugement qui nous ordonne de quitter les lieux depuis mardi dernier pour permettre la démolition du bâtiment. Je me suis pourvu en cassation. Quelle urgence y a-t-il à détruire ce restaurant alors qu'on sait que dans 2 mois, la Cour de cassation va communiquer sa décision. À qui profite le crime? Le propriétaire, même s'il n'a pas son mot à dire, car selon la loi, c'est l'exploitant qui est mis en demeure de démolir, était présent pour dire son indignation. C'est inconcevable, c'est injuste, je n'ai jamais vu dans aucun pays faire cette pratique que j'appelle pratique de hors-la-loi. Vous êtes propriétaire, vous n'avez jamais été informé et on vous demande, on va casser votre propriété sans aucune demande officielle. Le propriétaire qui est propriétaire de sa parcelle de terrain avec un acte. En fin de matinée, des renforts importants arrivent, repoussent les manifestants après plusieurs sommations. Ils envahissent le restaurant pour empêcher la démolition. En vain. Finalement, le calme revient. Le sous-préfet veille à ce que le restaurateur récupère ses biens mobiliers intérieurs et extérieurs. Didier Lordino n'est pas le seul visé. À terme, les autres établissements qui occupent le domaine public maritime illégalement subiront le même sort. De la danse pour faire vivre les quartiers pendant les vacances, c'est l'objectif de ces ateliers offerts chaque année par l'association Touka Danse. Matoury, Rémiremont-Joly, Cayenne, Kourou et aujourd'hui c'est à Makouria que nous partons prendre quelques cours. Une dizaine de jeunes de Soula-2 se sont rassemblés cet après-midi pour vibrer sur le hip-hop, une découverte pour la plupart. Jonathan Lariot y a assisté, regardez. En cadence et à 100 à l'heure, ces apprentis danseurs se donnent à fond pour retenir leur chorégraphie. Ici, en plein cœur de Soula, dans la commune de Makouria, on choisit de danser pendant les vacances scolaires. Ils sont une dizaine d'enfants à venir participer, découvrir ou tout simplement se défouler. C'est une de mes passions, j'aime bien être libre en dansant. Là j'ai moins de déplacements et puis je vois des copines à moi plus facilement. On se retrouve en train de faire ce qu'on aime bien faire ensemble. J'aime un peu tous les styles de danse. Mais le hip-hop j'aime bien parce que c'est tonique et c'est rapide et moi j'aime bien un peu ce qui est rapide. C'est bien parce que comme ça je m'ennuie pas pendant les vacances. Ce genre de stage, Yogan Tacita, aujourd'hui encadrant, aurait aimé pouvoir y participer étant plus jeune. Aujourd'hui, à 20 ans, il est danseur et espère continuer dans cette voie et pourquoi pas devenir formateur d'une future génération de danseurs guyanais. Moi, j'ai découvert la danse dans une école à Matoury en fait. Donc on m'y avait conduit pour mon anniversaire et de ça en fait, j'ai appris à m'épanouir. C'est vraiment un plaisir de partager parce que je vois qu'il y a des gens qui ont du talent, qui sont motivés. Pour certains, ça peut être une vocation. Et pour d'autres, ça peut être juste un plaisir de le faire genre pendant les vacances. Mais il y en a d'autres, ils vont sûrement continuer. L'origine de ce stage, une mission que développe le centre de développement chorégraphique Touka Danse. Faire venir la danse dans les quartiers et intéresser le plus grand nombre. Le concept de danse dans les quartiers, c'est de permettre aux jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances d'avoir des ateliers de danse pour apprendre à danser le hip-hop ou la danse du dancehall. Les stages de danse sont répartis dans 5 villes, Kourou, Cayenne, Makouria, Rémire et Matoury. Le tout pour un été entier à faire danser les quartiers.
s'achève votre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir avec cet hommage à Elie Brem. C'était samedi. L'enseignant et militant indépendantiste est décédé le 4 juillet dernier. Quelques compagnons de route, des élèves et des proches ont salué son action et son parcours au lycée Félix Éboué. Gabriel Serville et Lénaïque Adam en route en ce début de mandat législatif. À l'épreuve du feu, les deux députés de Guyane visés par des recours affirment se concentrer sur l'accord de Guyane en dépit des divergences politiques. Et puis quelques enchaînements de danse pour bien profiter de ces vacances. C'est ce que vivent de nombreux jeunes de quartiers sur le littoral. À Soula, cet après-midi, l'heure était au hip-hop pour une dizaine de jeunes vacanciers. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite l'information nationale et internationale. Ce sera juste après les nouvelles du ciel. On se retrouve quant à nous demain soir. Très bonne soirée à vous.